Cette vieille commence à peser lourd, mais bientôt, l'héritage réglera ça. Ces mots-là, je les ai entendus un jeudi après-midi, depuis le couloir de ma propre maison. La voix venait du salon. C'était celle de ma belle-fille, Claire. Elle riait avec ses amis autour d'un thé que j'avais préparé 1 heure plus tôt. Je me suis figé devant la porte entr'ouverte, une pile de serviettes propres dans les bras. Cette vieille, moi, Laetitia Montbard, 73 ans, veuve depuis 8 ans, mère d'un fils unique que j'ai élevé seule après la mort de son père. J'aurais pu entrer, j'aurais pu les confronter là, tout de suite, devant témoins. Mais je n'ai rien dit. J'ai reculé doucement, posé les serviettes sur la commode du couloir, et je suis montée dans ma chambre. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai enregistré. Je m'appelle Laetitia. J'ai 73 ans, et voici l'histoire que j'ai portée en silence bien trop longtemps. Pendant des mois, j'ai senti que quelque chose changeait, des regards fuyants, des silences tendus, des portes qui se fermaient quand j'approchais. Mais ce jour-là, j'ai compris. Je n'étais plus une mère, j'étais devenue un obstacle. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, quand mon fils Maël m'avait proposé de venir vivre avec eux. « Maman, tu es toute seule dans cette grande maison. Viens chez nous. On a de la place, et puis, tu nous manques. » J'avais hésité. Je ne voulais pas déranger. Mais Maël avait insisté avec cette tendresse que je lui connaissais depuis l'enfance. Alors j'avais accepté. Les premiers mois avaient été doux. Je m'occupais du jardin, je préparais des plats que Maël adorait, je gardais parfois les enfants du voisinage. Claire, ma belle-fille, était polie, souriante même, mais jamais chaleureuse. Je me disais que c'était normal, que les belles-mères et les belles-filles avaient toujours eu du mal à se comprendre. Je ne savais pas encore que derrière ce sourire poli, elle attendait simplement que je disparaisse. Ce soir-là, après avoir enregistré leur conversation, je suis restée assise sur mon lit pendant près d'1 heure. J'écoutais en boucle la voix de Claire. Bientôt, l'héritage réglera ça. Puis, les rires de ses amis. Puis le silence qui avait suivi, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai regardé autour de moi. Ma petite chambre sous les combles. Mes photos de famille sur la commode. La couverture que j'avais tricotée pour Maël quand il avait 10 ans et qu'il m'avait rendue un jour en disant « Garde-la ici, maman ». Et j'ai compris une chose terrible. Je n'étais plus chez moi nulle part. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises. Pas dans la précipitation. Non. J'ai plié chaque vêtement avec soin. J'ai rangé mes bijoux dans leur petite boîte de velours bleu, celle que mon mari m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. J'ai pris mes livres, mes photos, mon carnet de recettes écrit à la main. Et quand j'ai entendu des pas dans l'escalier, j'ai su que c'était Maël. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les cheveux encore ébouriffés, une tasse de café à la main. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai posé ma valise au pied du lit, j'ai sorti mon téléphone de la poche de mon gilet et j'ai dit simplement « Écoute ». Puis j'ai appuyé sur lecture. Quand l'audio s'est terminé, le visage de mon fils avait perdu toute couleur. Il a regardé le téléphone, puis moi, puis le couloir, comme s'il cherchait à comprendre comment tout cela avait pu arriver sous son propre toit. Ses lèvres ont tremblé. « Maman, je me suis approchée de lui. J'ai posé ma main sur son bras. Et j'ai murmuré « Tu n'as rien à me dire, mais tu as beaucoup à entendre. » Il est descendu sans un mot. Et moi, je suis restée là, debout dans cette chambre qui ne serait plus jamais la mienne, en me demandant comment une phrase pouvait briser tant de choses à la fois. 10 minutes plus tard, j'ai entendu des éclats de voix au rez-de-chaussée, puis la voix de Maël, ferme, glaciale. « Fais tes valises, maintenant. » Et là, pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose que je croyais avoir perdu, ma dignité. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Je n'ai pas assisté à la dispute. Je suis restée dans ma chambre, assise au bord du lit, les mains posées sur mes genoux comme on le fait dans les salles d'attente. J'entendais des portes claquer, des pas précipités, la voix de Claire, aiguë, défensive, celle de Maël, sourde, implacable, puis le silence. Un silence si lourd qu'il semblait remplir toute la maison. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, le jardin que j'avais soigné pendant 3 ans s'étendait sous le soleil de mai, les rosiers que j'avais taillés, les bordures de lavande que j'avais plantées. Le petit banc en fer forgé où je m'asseyais parfois pour lire, une tasse de thé à la main. J'avais cru que c'était chez moi, mais une maison n'est pas faite de murs. Elle est faite de regards, de mots, de gestes du quotidien. Et moi, depuis longtemps, je n'étais plus qu'un meuble qu'on déplace quand il gêne. Tout cela me ramenait à un autre temps, un temps
où j'avais encore une maison à moi. Après la mort de mon mari, Henri, j'étais restée seule dans notre pavillon de Fontainebleau. C'était une petite maison de briques rouges, avec un jardin où Henri cultivait des tomates et des herbes aromatiques. Les premiers mois après son départ avaient été terribles. Je marchais dans les pièces vides en cherchant des traces de lui. Une veste oubliée, une odeur de tabac, le son de sa voix dans mon souvenir. Mais petit à petit, j'avais appris à vivre seule. Je prenais mes repas sur la terrasse. Je lisais jusqu'à tard dans la nuit. Je recevais mes amis pour des après-midi de thé et de conversation. J'étais veuve, mais je n'étais pas perdue. Quand Maël m'avait proposé de venir vivre chez eux, il m'avait dit « Maman, tu vas finir par t'isoler. Papa est parti. Tu n'as plus personne. » Je me souviens d'avoir souri tristement. J'ai mes amis, mes voisins, mon jardin. Mais il avait insisté. Et je voyais bien que ce n'était pas seulement de la sollicitude, c'était aussi de la culpabilité. Maël était fils unique. Depuis la mort de son père, il portait le poids d'une responsabilité silencieuse, celle de ne pas m'abandonner. Alors j'avais cédé. Pas pour moi, pour lui. Je m'étais dit que si ma présence pouvait le soulager, alors j'irais. Quelle erreur. Les 6 premiers mois avaient été supportables. Claire travaillait à temps plein dans une agence immobilière. Maël dirigeait une entreprise de rénovation. Il partait tôt, rentrait tard. Moi, je m'occupais de la maison. Je cuisinais, je repassais, je rangeais. Je ne demandais rien. Je ne me plaignais jamais. Je pensais que si je me rendais utile, je ne serais pas un fardeau. Mais c'est exactement là que tout s'est tordu. Un soir, j'ai entendu Claire dire à Maël, dans la cuisine, « Ta mère a encore tout réorganisé dans les placards. Je ne trouve plus rien. » Maël avait ri doucement. « Elle veut juste aider, Claire. Aider. Elle veut contrôler. C'est différent. » J'étais dans le couloir, un torchon à la main. J'avais fait demi-tour sans bruit et j'étais remontée dans ma chambre. Ce soir-là, pour la première fois, j'avais pleuré. Pas de chagrin, pas de colère, de honte. Honte d'être devenue une présence encombrante dans la maison de mon propre fils. Puis les choses avaient empiré. Claire avait commencé à m'ignorer. Elle ne me saluait plus le matin. Elle ne répondait plus quand je lui posais une question. Maël, lui, était pris entre 2 feux. Il essayait de maintenir la paix, mais je voyais bien qu'il était épuisé. Un dimanche, il m'avait dit « Maman, peut-être que tu pourrais essayer de sortir un peu plus, de voir tes amis, de ne pas rester tout le temps ici. » J'avais hoché la tête, mais la vérité, c'est que je n'avais plus d'amis à Versailles. Mes amis étaient de rester à Fontainebleau, et je n'avais plus de voiture pour y retourner. J'étais prisonnière d'une maison où je n'étais pas la bienvenue. Alors j'avais commencé à me faire petite. Je restais dans ma chambre. Je mangeais à des heures décalées pour ne pas les déranger. Je marchais sans bruit dans les couloirs. Je m'effaçais. Et pourtant, ce n'était jamais assez. Et puis il y avait eu ce jeudi, ce thé, ces voix dans le salon. Cette vieille commence à peser lourd. À ce moment-là, j'avais compris une chose terrible. Peu importe ce que je faisais, peu importe à quel point je me rendais invisible. Pour Claire, je n'étais qu'un obstacle entre elle et l'héritage de mon mari. Je me suis détournée de la fenêtre. J'ai regardé mes valises posées au pied du lit. Et j'ai murmuré pour moi-même, « Henri, si tu me vois, dis-moi que j'ai bien fait. » Puis, j'ai entendu un coup léger à la porte. C'était Maël. Il est entré lentement, comme s'il avait peur que je disparaisse. « Maman, elle est partie. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. J'ai posé ma main sur la sienne. « Je sais, mon fils, je sais. » Mais au fond de moi, une petite voix murmurait, « Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas voir ?» Maël est resté debout dans l'encadrement de la porte, les bras ballants, comme un enfant qui attend d'être pardonné. « Maman, ne pars pas, s'il te plaît. » J'ai regardé mes valises, puis lui. « Où veux-tu que j'aille, Maël ?» Il a baissé les yeux. « Je ne sais pas. Mais reste, on va tout arranger. Je te le promets. On va tout arranger. » Comme si 3 ans de silence, de regards détournés, de portes fermées pouvaient s'effacer avec une promesse. J'ai fini par céder. Pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je n'avais nulle part où aller. Mon pavillon de Fontainebleau avait été vendu 2 ans plus tôt. Maël m'avait convaincu que c'était la meilleure solution. « Maman, tu n'en as plus besoin. Et puis, cet argent te servira pour tes vieux jours. » J'avais signé les papiers sans réfléchir, parce que c'était mon fils, parce que je lui faisais confiance, parce que je ne voulais pas voir. Les jours suivants ont été étranges. Claire était partie. Maël ne me disait pas où. Il évitait le sujet chaque fois que j'essayais d'en parler. « Elle a besoin de temps, maman. C'est tout. » Mais moi, je voyais bien que quelque chose clochait. Il y avait des coups de téléphone qu'il prenait dans le jardin, la voix basse, le dos tourné, des messages qu'il effaçait rapidement quand j'entrais dans la pièce. Et puis il y avait ce regard fuyant que je commençais à trop bien connaître. Un soir, pendant le dîner, j'ai posé ma fourchette et je lui ai dit «
Maël, parle-moi. Il a relevé la tête, surpris. De quoi, maman? De ce qui se passe vraiment. Il a soupiré. Il a posé ses couverts à son tour. Et pour la première fois depuis des semaines, il m'a regardé dans les yeux. Claire, elle veut divorcer. Mon cœur s'est serré. À cause de moi? Non, enfin, pas seulement. Il a hésité. Puis il a ajouté, tout bas. Elle dit que je te choisis toujours, elle, que je ne la défends jamais. J'ai senti une vague de culpabilité m'envahir. Maël, je ne veux pas détruire ton mariage. Tu ne détruis rien, maman. C'est elle qui... Il s'est interrompu, comme s'il avait peur d'en dire trop. Mais moi, j'avais compris. Ce n'était pas moi qu'elle voulait détruire. C'était ce qui me restait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, les yeux fixés au plafond, à repasser dans ma tête tous les signes que j'avais ignorés. Les conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Les regards complices entre Claire et Maël, suivis de silences tendus. Les fois où Claire avait dit, l'air de rien, « Votre mère ne serait pas mieux dans une résidence ?» Il paraît qu'il y en a de très bien maintenant. Avec des activités, des sorties, et Maël qui répondait, mal à l'aise, « On en reparlera, Claire. » Et puis il y avait eu cette scène, 6 mois plus tôt, un dimanche après-midi. J'étais dans le jardin, en train de tailler les rosiers. Claire était sortie sur la terrasse avec une tasse de café. Elle m'avait observé un moment en silence, puis elle avait dit « Vous avez de la chance, Laetitia. » Je m'étais retournée, surprise. De la chance? Oui, d'avoir eu une belle vie, une maison, un mari, un fils qui s'occupe de vous. J'avais souri poliment. J'ai effectivement été gâtée par la vie. Elle avait bu une gorgée de café. Puis, sans me regarder, elle avait ajouté « Moi, je n'ai rien hérité de mes parents. Ils sont morts, endettés. Alors quand je vois tout ce que vous avez, je me dis que certaines personnes ont vraiment beaucoup de chance. » Sur le moment, je n'avais rien dit. Mais ce soir-là, en y repensant, j'avais compris. Ce n'était pas de l'admiration. C'était de l'envie. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon notaire, Maître Lefebvre, un homme de 75 ans qui avait connu Henri et qui gérait mes affaires depuis des années. « Laetitia, quelle bonne surprise! Comment allez-vous? »« Je vais bien, Pierre. J'aurais besoin d'un rendez-vous. C'est important. »« Bien sûr. Quand souhaitez-vous passer? »« Le plus tôt possible. » Il y a eu un silence. Puis il a dit, doucement, « Laetitia, tout va bien ?» J'ai souri malgré moi. « Disons que j'ai besoin de mettre certaines choses au clair. »« Très bien. Venez demain, 14 heures. » Quand j'ai raccroché, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la lucidité. Pendant des mois, je m'étais effacée. J'avais cru qu'en me rendant invisible, je ne serais pas un fardeau. Mais la vérité, c'est qu'on ne devient jamais invisible pour ceux qui attendent notre disparition. On devient juste plus facile à ignorer. Ce soir-là, Maël est rentré tard. Il avait l'air épuisé. « Tu as mangé, maman? »« Oui. Et toi? »« Je n'ai pas faim. » Il s'est assis lourdement sur le canapé, la tête dans les mains. Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main sur son épaule. « Maël, je vais partir. » Il a relevé la tête brusquement. « Non, maman, non. On a déjà parlé de ça. Je ne parle pas de partir dans la colère. Je parle de partir dignement. Mais où? Je vais retrouver mon indépendance. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Il m'a regardé, les yeux brillants. « Maman, pardon. » J'ai souri tristement. « Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. Tu as fait ce que tu croyais être juste. Mais maintenant, c'est à moi de faire ce qui est juste pour moi. » Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, pour la première fois depuis des mois, parce que j'avais compris une chose essentielle. On ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, mais on peut toujours se sauver soi-même. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le cabinet de Maître Lefebvre se trouvait dans le centre de Versailles, au 2e étage d'un immeuble haussmannien, aux moulures usées par le temps. J'ai grimpé l'escalier lentement, une main sur la rampe, en me demandant ce que j'allais découvrir. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Madame Mombarde, quelle joie de vous revoir. Maître Lefebvre vous attend. » Pierre Lefebvre était un homme grand et sec, aux cheveux blancs impeccablement coiffés. Il m'a serré dans ses bras, comme on retrouve une vieille amie. « Laetitia, cela fait trop longtemps, en effet. » Il m'a fait asseoir dans un fauteuil en cuir, puis il a pris place derrière son bureau encombré de dossiers. « Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous ?» J'ai posé mon sac à main sur mes genoux. J'ai croisé les mains. « Pierre, j'aimerais que vous me disiez exactement ce qu'il reste de mon patrimoine. » Il a froncé les sourcils. « Vous voulez un état complet de vos avoirs? »« Oui, tout, le produit de la vente du pavillon. Mes comptes, mes placements, tout. » Il a ouvert un tiroir, sorti un dossier vert à mon nom et a commencé à feuilleter des documents. Puis il a levé les yeux vers moi. « Laetitia,
Vous n'avez jamais demandé de bilan depuis la vente de votre maison? Non. Maël s'occupait de tout. Il me disait que l'argent était en sécurité, que je n'avais pas à m'inquiéter. Pierre a retiré ses lunettes. Il les a nettoyées lentement, comme on le fait quand on cherche ses mots. Laetitia, je crois qu'il faut que nous parlions. Mon cœur s'est serré. Pierre, dites-moi ce qui se passe. Il a reposé ses lunettes sur son nez, puis il a tourné le dossier vers moi. Votre pavillon a été vendu il y a 2 ans pour 340 000 €. Oui, je sais. Le produit de cette vente devait être placé sur un compte à terme à votre nom. C'était ce qui était prévu. Et alors, il a marqué une pause. Alors, il n'y a plus que 62 000 €. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Comment ça, 62 000? Laetitia, vous avez signé plusieurs documents autorisant des virements vers un compte joint au nom de votre fils et de sa femme. Quels documents? Des procurations, des autorisations de prélèvement. Vous ne vous souvenez pas? J'ai secoué la tête, la gorge nouée. Pierre, je n'ai jamais signé de procuration. Il m'a regardé longuement. Puis il a dit, très doucement, Laetitia, vous êtes venue ici il y a 18 mois, accompagnée de votre fils. Vous avez signé devant moi. Les larmes me sont montées aux yeux. Je me souvenais de cette visite. Maël m'avait dit qu'il fallait régulariser quelques papiers, qu'il y avait des frais administratifs à régler. C'est juste une formalité, maman, pour que tout soit en ordre. Et moi, comme une imbécile, j'avais signé sans lire, parce que c'était mon fils, parce que je ne voulais pas voir. Pierre, où est passé cet argent? Il a feuilleté le dossier. D'après les relevés bancaires, une grande partie a servi à rembourser un prêt immobilier contracté par votre fils et sa femme. Le reste a été utilisé pour des travaux de rénovation sur leur maison. Leur maison, pas la mienne, la leur. Je suis restée figée un long moment, incapable de parler. Puis, j'ai murmuré, « Combien me reste-t-il exactement ?» 62 340 € sur votre compte à terme et environ 8 000 € sur votre compte courant. 70 000 €. C'était tout ce qui me restait d'une vie de travail, d'économie, d'une maison que Henri et moi avions achetée pierre par pierre. Pierre, je peux récupérer cet argent? Porter plainte? Il a secoué la tête tristement. Vous avez signé, Laetitia. Légalement, tout est en ordre. Votre fils n'a rien fait d'illégal. Mais il m'a menti. Oui, mais mentir n'est pas un délit. Je suis sortie du cabinet de Maître Lefebvre en état de choc. Mes jambes tremblaient, ma tête tournait. Je me suis assise sur un banc, face à la place d'Armes. Des touristes prenaient des photos du château. Des enfants couraient en riant. Et moi, j'étais là, à 73 ans, dépouillée de tout. Pas par des étrangers, par mon propre fils. Je suis rentrée à pied, lentement, comme une somnambule. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai vu la voiture de Maël dans l'allée. Il était rentré tôt. J'ai poussé la porte. Il était dans le salon, debout devant la fenêtre, les mains dans les poches. « Maman, où étais-tu » Je me suis inquiétée. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et pour la première fois de ma vie, je ne reconnaissais plus mon fils. J'étais chez Maître Lefebvre. Son visage s'est figé. « Ah, oui, ah ». Un long silence. Puis j'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, « Pourquoi, Maël ?» Il a baissé les yeux. « Maman, je voulais t'en parler. Mais quoi? On avait besoin de cet argent. La banque allait saisir la maison. Je ne savais pas quoi faire. Et tu as pensé que c'était une bonne idée de me voler? Je ne t'ai pas volé. Alors comment tu appelles ça? Il a serré les poings. Je pensais que tu comprendrais, que tu serais d'accord. Et tu ne m'as rien demandé parce que tu savais que je refuserais. Il n'a pas répondu. Je me suis avancée vers lui. J'ai posé ma main sur son bras. Maël, regarde-moi. Il a levé les yeux. Ils étaient rouges. Tu es mon fils. Je t'ai tout donné. Toute ma vie. Ma voix s'est brisée. Et toi, tu m'as pris jusqu'à ma dignité. Maman, non. Laisse-moi finir. J'ai reculé d'un pas. Je vais partir, Maël. Pour de bon cette fois. Où vas-tu aller? Je ne sais pas encore. Mais je trouverai. Il a fait un pas vers moi. Maman, je t'en supplie. Arrête. Ma voix était froide, dure. Tu as fait ton choix il y a 2 ans. Maintenant, c'est moi qui fais le mien. Cette nuit-là, j'ai refait mes valises. Pour la 2e fois, en 1 semaine. Mais cette fois, je savais que je ne reviendrais pas. En rangeant mes affaires, je suis tombée sur une vieille photo. Henri et moi, le jour de notre mariage. Lui en costume sombre, moi en robe blanche, devant l'église de Fontainebleau. Nous étions jeunes, heureux, pleins d'espoir. J'ai regardé cette photo longuement. Puis j'ai murmuré, « Henri, si tu savais ce qu'il est devenu. » Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas de tristesse, de rage. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le lendemain matin, j'ai appelé ma cousine Marguerite. Nous ne nous étions pas parlé depuis près de 2 ans. Marguerite vivait à Lyon, dans un petit appartement près de la Saône. Elle avait 80 ans,
vivait seule depuis la mort de son mari et nous avions toujours été proches. Mais depuis mon installation chez Maël, j'avais laissé nos échanges s'espacer. Claire n'aimait pas que je téléphone trop longtemps. Elle disait que ça encombrait la ligne, comme si une ligne téléphonique pouvait encore être encombrée en 2024. « Allô ? Marguerite, c'est Laetitia. » Il y a eu un silence, puis sa voix, chaleureuse, incrédule. « Laetitia ? Mon Dieu, ma chérie, cela fait si longtemps. Je sais, pardon. Ne t'excuse pas. Raconte-moi plutôt. Comment vas-tu ? » J'ai hésité, puis j'ai dit simplement « Marguerite, j'ai besoin d'aide. » 3 heures plus tard, Marguerite me rappelait « Laetitia, écoute-moi bien. Tu prends le premier train pour Lyon. Tu viens chez moi. On trouvera une solution. » Marguerite, je ne veux pas m'imposer. T'imposer ? Tu es ma cousine, ma famille, et visiblement, la seule qui te reste. J'ai fermé les yeux. Merci. Ne me remercie pas. Prends tes affaires et viens. J'ai raccroché. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, un vieux modèle qu'Henri m'avait offert des années auparavant, et j'ai réservé un billet de train pour le lendemain matin. Versailles, Lyon. Départ à 9h23. Pendant que j'imprimais mon billet, Maël est entré dans ma chambre sans frapper. « Maman, il faut qu'on parle. Il n'y a plus rien à dire, Maël. Si, écoute-moi. » Il s'est assis au bord de mon lit. Il avait les traits tirés, les cheveux en désordre. Claire veut revenir. J'ai levé les yeux vers lui. Ah, elle dit qu'elle a eu tort, qu'elle regrette ce qu'elle a dit. Et toi, tu la crois ? Il a baissé la tête. Je ne sais pas, mais c'est ma femme, maman. Et moi, je suis ta mère. Il y a eu un long silence. Puis j'ai dit, très calmement, Maël, laisse-moi te poser une question. Si j'étais morte il y a 2 ans, qu'aurais-tu fait de l'argent de la vente du pavillon ? Il a pâli. Maman, réponds-moi. J'aurais hérité. Exactement. Mais comme je suis encore vivante, tu as décidé de prendre cet héritage par avance. Ce n'est pas comme ça que... C'est exactement comme ça. Je me suis levée, j'ai pris mon billet de train sur l'imprimante, je l'ai plié soigneusement et je l'ai glissé dans mon sac. Je pars demain matin. Pour aller où ? Chez Marguerite, à Lyon. Et après, je verrai. Mais je ne reviendrai pas ici, Maël. Plus jamais. Il s'est levé brusquement. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Pourquoi ? Parce que tu as encore besoin de mon argent ? Il a reculé, comme si je l'avais giflé. C'est injuste. Injuste ? Tu veux parler d'injustice ? J'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'en ai sorti une enveloppe Kraft. Dedans, tous les documents que Maître Lefebvre m'avait photocopiés la veille. Les relevés bancaires, les procurations, les virements. Je les ai étalés sur le lit. Tiens, regarde bien. 278 000 €, partis en 18 mois. Il a regardé les papiers sans les toucher. Maman, j'allais te rembourser. Avec quel argent, Maël ? Il n'a pas répondu. Je me suis approchée de lui. J'ai posé ma main sur sa joue. Mon fils, je t'ai élevé seul après la mort de ton père. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. L'amour, l'éducation, la sécurité. Ma voix tremblait. Mais je ne t'ai visiblement pas appris l'essentiel. Quoi ? L'honnêteté. Il a éclaté en sanglots. Maman, pardon, je suis désolé. Je ne voulais pas... Chut. Je l'ai pris dans mes bras, comme quand il était petit, comme quand il avait peur de l'orage ou des monstres sous son lit. Je sais que tu es désolé, mais être désolé ne suffit pas. Il a pleuré contre mon épaule pendant de longues minutes, puis il s'est détaché. Il a essuyé ses yeux. Qu'est-ce que je peux faire ? Grandir, Maël. Enfin, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise à la fenêtre, à regarder le jardin plongé dans l'obscurité. Et je me suis souvenue. Maël avait 6 ans quand Henri est mort. Un infarctus, brutal, en pleine nuit. Après l'enterrement, Maël m'avait demandé « Maman, est-ce que papa va revenir ?»« Non, mon chéri, papa est parti pour toujours. » « Mais pourquoi ? Parce que parfois, la vie décide pour nous. » Il avait pleuré. Puis il m'avait dit, avec cette sagesse étrange des enfants, « Alors maintenant, c'est moi qui vais te protéger. » Pendant des années, il avait tenu cette promesse. Il m'appelait tous les jours. Il passait me voir chaque week-end. Il réparait ce qui était cassé dans la maison. Il tondait la pelouse. Il était un bon fils, jusqu'à ce qu'il rencontre Claire. Claire était belle, ambitieuse, déterminée. Elle travaillait dans l'immobilier et rêvait de grandes choses. Maël en était tombé amoureux presque immédiatement. Moi, j'avais eu des doutes dès le début. Pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle regardait tout avec des yeux de comptable. Elle calculait, évaluait, soupesait. Et quand elle me regardait, je sentais qu'elle se demandait toujours « Combien ça vaut ?» Le jour de leur mariage, Henri me manquait terriblement. J'aurais voulu qu'il soit là, qu'il me dise que j'avais tort, que Claire était une bonne personne, que tout irait bien. Mais Henri n'était plus là, et moi, j'étais seule face à mes pressentiments.
J'ai regardé l'heure, 5 heures du matin. Dans 4 heures, je prendrai le train pour Lyon. Dans 4 heures, je quitterai cette maison, cette vie, ce fils que je ne reconnaissais plus. J'ai sorti mon téléphone. J'ai relu l'enregistrement que j'avais fait ce fameux jeudi. Cette vieille commence à peser lourd. Mais bientôt, l'héritage réglera ça. Puis j'ai appuyé sur « supprimer ». Pas parce que je pardonnais, mais parce que je n'en avais plus besoin. La vérité était déjà sortie. Et la vérité, elle, ne s'efface jamais. À cette heure, j'ai descendu mes valises. Maëlle était dans la cuisine, une tasse de café à la main. « Je t'emmène à la gare. Ce n'est pas la peine. S'il te plaît, maman. » J'ai hoché la tête. Le trajet s'est fait en silence. Quand nous sommes arrivés devant la gare, Maëlle a coupé le moteur. « Maman, je vais te rembourser. Je te le jure. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Maëlle, ce n'est plus une question d'argent. Alors c'est une question de quoi? De respect. » Je suis descendu de la voiture. J'ai pris mes valises. Et avant de partir, je me suis retourné une dernière fois. « Maëlle, un jour tu comprendras ce que tu as perdu. Et ce jour-là, j'espère que tu te souviendras de cette conversation. » Il a ouvert la bouche pour répondre. Mais je suis parti avant qu'il ne puisse dire un mot. Le TGV filait à travers la campagne française. J'étais assise côté fenêtre, mon sac sur les genoux, le regard perdu dans le paysage qui défilait. Des champs, des villages, des clochers qui pointaient vers le ciel, tout ce qui constituait la France profonde, celle que j'avais toujours aimée, celle où j'avais grandi. À côté de moi, une jeune femme tapotait sur son ordinateur portable. Elle devait avoir 30 ans, peut-être moins. Elle portait un tailleur élégant, des lunettes fines, et elle avait l'air concentrée. Au bout d'un moment, elle a levé les yeux et m'a souri. « Vous allez à Lyon ? » ?»« Oui. Et vous ? » ?»« Pareil. Je rentre chez moi. » Nous avons échangé quelques banalités. Le temps, le retard éventuel du train, la beauté de la région que nous traversions. Puis elle a dit, en refermant son ordinateur, « Excusez-moi si je suis indiscrète, mais vous avez l'air préoccupée. » J'ai souri faiblement. « Disons que je traverse une période difficile. Je comprends. » Elle a hésité, puis elle a ajouté, « Vous savez, ma grand-mère dit toujours, les tempêtes finissent toujours par passer. On ne sait jamais quand, mais elles passent. » J'ai senti mes yeux se mouiller. Votre grand-mère a raison. Nous avons continué à parler. Elle s'appelait Chloé. Elle était avocate, spécialisée en droit de la famille. C'est un métier difficile, vous savez. On voit beaucoup de souffrances, beaucoup de conflits. Mais parfois, on voit aussi des gens qui trouvent que le courage de recommencer. Recommencer. J'ai répété ce mot comme si je le découvrais. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Elle m'a regardé avec bienveillance. Puis-je vous demander votre âge ? 73 ans. 73 ans, et vous recommencez. C'est magnifique. Magnifique, j'ai secoué la tête. J'ai plutôt l'impression d'avoir tout raté. Pourquoi ? Parce que j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Parce que j'ai laissé mon propre fils me dépouiller. Parce que je me retrouve seule, à mon âge, avec presque rien. Chloé s'est penchée vers moi. « Madame, puis-je vous dire quelque chose ? » Bien sûr. Vous n'avez pas tout raté. Vous avez simplement découvert qui étaient vraiment les gens autour de vous. Et maintenant, vous avez le choix. Quel choix ? Celui de rester dans la douleur ou celui de construire une vie qui vous appartient vraiment ? Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Une vie qui m'appartient vraiment. Depuis combien de temps n'avais-je pas vécu pour moi ? Depuis la mort d'Henri ? Depuis la naissance de Maëlle ? Peut-être même depuis plus longtemps encore. J'ai regardé par la fenêtre. Le train traversait maintenant une forêt dense, traversée de lumière dorée. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi. Pas de la joie, pas encore, mais une forme de calme. Comme si, en quittant Versailles, j'avais aussi quitté un poids invisible qui m'écrasait depuis des années. Le train est arrivé à Lyon en début d'après-midi. Marguerite m'attendait sur le quai, une écharpe colorée autour du cou, un grand sourire aux lèvres. Quand elle m'a vue, elle a ouvert les bras. « Laetitia, ma chérie !» Je me suis effondrée dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré sans retenue. Pas de tristesse, de soulagement. L'appartement de Marguerite était petit mais lumineux, avec une vue sur la Saône. Elle m'a installée dans la chambre d'amis, une pièce simple mais chaleureuse, avec un lit recouvert d'un édredon blanc et des rideaux de lin. « Fais comme chez toi, ma chérie. Reste aussi longtemps que tu veux. Marguerite, je ne sais pas comment te remercier. En te reposant, en reprenant des forces et en arrêtant de porter le monde sur tes épaules. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, simplement. Une soupe de légumes, du pain frais, du fromage. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai mangé avec appétit. Après le dîner, Marguerite a préparé du thé. Nous nous sommes installés dans le salon, face à la fenêtre ouverte. « Raconte-moi tout, Laetitia. » Alors, j'ai raconté. Tout. La phrase entendue, l'enregistrement, la confrontation, la visite chez le notaire, l'argent disparu, la trahison.
Marguerite m'a écouté en silence, les mains croisées sur ses genoux. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré longuement. Mon Dieu, ma pauvre chérie. Tu savais, toi, que Maël était comme ça? Elle a hésité. Puis elle a dit, doucement, je savais qu'il était faible, mais je ne pensais pas qu'il était malhonnête. Faible, j'ai répété ce mot. Oui, Maël a toujours eu peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Et les gens comme ça, ils finissent souvent par faire des choses terribles pour cacher leur faiblesse. Mais pourquoi moi? Pourquoi sa propre mère? Parce que tu étais la plus facile à trahir, celle qui pardonnait toujours. Ces mots m'ont frappé en plein cœur, parce qu'ils étaient vrais. Pendant des années, j'avais excusé Maël, justifié ses absences, pardonné ses oublis. Je m'étais dit que c'était normal, qu'il avait sa vie, son travail, sa femme. Mais en réalité, je lui avais simplement appris qu'il pouvait me prendre pour acquise. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Marguerite, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle a posé sa main sur la mienne. Tu vas te reconstruire. Avec quoi? Je n'ai presque plus d'argent. Je n'ai plus de maison. Je n'ai plus de famille. Tu as toi-même. Et crois-moi, ma chérie, c'est beaucoup plus que tu ne le penses. Cette nuit-là, allongée dans le lit de la chambre d'amis, j'ai regardé le plafond pendant des heures. Des pensées tournaient dans ma tête, encore et encore. Maël, Claire, l'argent, la maison, Henri. Et puis, quelque part au milieu de la nuit, une pensée nouvelle est apparue. Et si Marguerite avait raison? Et si, au lieu de me voir comme une victime, je commençais à me voir comme une femme libre, libre de choisir où vivre, libre de choisir qui laisser rentrer dans ma vie, libre de recommencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une idée claire. J'allais chercher un appartement, petit, mais à moi. J'allais vivre avec les 70 000 € qu'il me restait, modestement, mais dignement. Et surtout, j'allais arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre décide de ma vie. Parce que cette vie, désormais, m'appartenait. Pendant le petit déjeuner, j'ai dit à Marguerite, je vais chercher un appartement, quelque chose de simple. Elle a souri. Je connais une agence, je t'y emmène cet après-midi. Merci Marguerite. Arrête de me remercier. On est famille. Mais au moment où j'allais prendre mon café, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Allô? Madame Mombarde? Oui. Ici, maître Duchamp, notaire à Versailles. Je vous appelle au sujet d'une affaire délicate concernant votre fils. Mon sang s'est glacé. Que se passe-t-il? Pourriez-vous passer à mon cabinet dans les prochains jours? C'est urgent. J'ai raccroché, le cœur battant. Marguerite m'a regardé, inquiète. Laetitia? Qu'y a-t-il? Je ne sais pas, mais je crois que ce n'est pas fini. 3 jours plus tard, j'étais de retour à Versailles. Le cabinet de maître Duchamp se trouvait dans une rue calme, à 2 pas du marché Notre-Dame. Un immeuble ancien, une plaque en cuivre, une porte vitrée. J'ai grimpé l'escalier, le cœur serré. Maître Duchamp était un homme d'une 50aine d'années, au regard direct et à la poignée de main ferme. Madame Mombarde, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assise, les mains croisées sur mon sac. Maître, votre appel m'a inquiété. Que se passe-t-il? Il a ouvert un dossier devant lui. Madame, je suis en charge d'une succession délicate, celle de Madame Pauline Moreau, décédée il y a 6 semaines. Je ne connais pas cette personne. Non, mais elle vous connaissait? Il a sorti une enveloppe cachetée. Madame Moreau était la mère de Claire Moreau, votre belle-fille. Mon sang s'est glacé. La mère de Claire est morte? Oui, d'un cancer. Cela faisait plusieurs années qu'elle était malade. Je ne savais pas. Claire ne m'a jamais parlé d'elle. Ce n'est pas étonnant. Les relations entre elles étaient compliquées. Il a poussé l'enveloppe vers moi. Madame Moreau a laissé cette lettre. Elle m'a demandé de vous la remettre en main propre après sa mort. Pourquoi moi? Lisez, vous comprendrez. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, rédigée d'une écriture tremblante mais soignée. Madame Mombarde, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et pourtant, je pense à vous depuis des années. Je m'appelle Pauline Moreau. Je suis la mère de Claire. Si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Et c'est probablement mieux ainsi. Je ne sais pas comment vous dire cela. Alors, je vais être directe. Ma fille n'est pas celle que vous croyez. J'ai levé les yeux vers maître Duchamp. Qu'est-ce que cela signifie? Continuez. Claire est ma fille unique. Je l'ai élevée seule après que son père nous a abandonnés. Nous n'avions rien. Nous vivions dans un HLM de la banlieue parisienne. L'argent manquait toujours. Mais ce n'était pas l'argent, le problème. Le problème, c'est que Claire n'a jamais accepté cette pauvreté. Elle en avait honte. Elle me reprochait de ne pas avoir su attraper un homme riche, de ne pas avoir réussi ma vie. Quand elle a rencontré votre fils, elle m'a dit « Cette fois, maman, je ne me tromperai pas. Je vais épouser quelqu'un qui a de l'argent. » Je lui ai répondu «
Mais l'aimes-tu? Elle a ri. L'amour, ça ne nourrit pas. Les larmes me sont montées aux yeux. Madame Mombarde, je ne vous écris pas pour vous faire du mal. Je vous écris parce que je porte une culpabilité terrible. J'aurais dû vous prévenir. J'aurais dû dire à votre fils que ma fille ne l'aimait pas, qu'elle ne l'avait jamais aimé. Mais j'ai eu peur. Peur qu'elle me rejette encore plus. Peur de finir mes jours seule. Et aujourd'hui, alors que je suis en train de mourir, je comprends une chose. Le silence ne protège jamais personne. Alors voici ce que je veux que vous sachiez. Claire a épousé votre fils pour votre argent, pour votre maison, pour l'héritage qu'elle pensait obtenir. Elle m'a dit, un soir où elle avait trop bu, « Tu verras, maman, dans quelques années, quand la vieille sera morte, on aura tout, et on pourra enfin vivre comme on le mérite. » Je lui ai demandé, « Et ton mari? Et sa mère? Ils ne comptent pas ?» Elle a haussé les épaules. « Ils sont un moyen, maman. Rien de plus. » J'ai posé la lettre sur le bureau. Je ne pouvais plus lire. Maître Duchamp m'a tendu un verre d'eau. « Madame, prenez votre temps. » J'ai bu lentement. Mes mains tremblaient. Pourquoi me dire tout cela maintenant? Parce que Madame Moreau voulait que vous sachiez la vérité. Et aussi, il a hésité. Aussi, parce qu'elle a laissé un petit héritage, 35 000 €, et elle vous les a légués. À vous, pas à sa fille. Je l'ai regardée, incrédule. Pourquoi? Parce que, selon ses propres mots, Madame Mombarde mérite de récupérer au moins une partie de ce que ma fille lui a volé. Les larmes coulaient sur mes joues. Je ne la connaissais même pas. Non, mais elle savait qui vous étiez, et elle voulait réparer, à sa manière. Je suis sortie du cabinet de Maître Duchamp dans un état second. 35 000 €, ce n'était pas grand-chose, mais c'était une reconnaissance. Une mère qui, sur son lit de mort, avait choisi la vérité plutôt que le silence. En rentrant chez Marguerite, j'ai relu la lettre. La dernière phrase disait « Madame Mombarde, je ne peux pas défaire ce que ma fille a fait, mais je peux au moins vous dire ceci. Vous méritez mieux, et je suis désolée, profondément désolée. Pauline, ce soir-là, j'ai appelé Maëlle. Maman, Maëlle, je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Claire ne reviendra jamais vivre avec toi. Un silence. Comment tu... Parce que j'ai compris qui elle était vraiment. Et toi aussi, tu le sais. Au fond de toi, tu l'as toujours su. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, d'une voix brisée, « Maman, qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu aurais dû faire depuis le début. Regarder la vérité en face. Et toi, tu vas revenir? Non, Maëlle, je ne reviendrai pas. Alors, c'est fini? J'ai fermé les yeux. Non, ce n'est pas fini, mais c'est différent. Comment ça, différent? Je serai toujours ta mère, mais je ne serai plus jamais celle qui ferme les yeux. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi. De la clarté, une lucidité parfaite, douloureuse, mais libératrice. Marguerite est entrée dans le salon avec 2 tasses de tisane. « Tout va bien, ma chérie? » Oui. Pour la première fois depuis longtemps? Oui. Elle a souri. « Tu vois, les tempêtes finissent toujours par passer. 6 mois ont passé. 6 mois pendant lesquels j'ai reconstruit ma vie, pierre par pierre. J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. 2 pièces au 3e étage d'un immeuble ancien, avec une vue sur les toits et une petite terrasse où j'ai installé des jardinières. Lavande, romarin, géranium, les mêmes plantes que j'avais à Fontainebleau. Avec les 35 000 € de l'héritage de Pauline et mes propres économies, j'avais de quoi vivre modestement mais dignement. J'avais acheté quelques meubles d'occasion, une table en bois massif, un fauteuil confortable, une bibliothèque où j'avais rangé mes livres. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais chez moi. Marguerite venait me voir souvent. Nous prenions le thé ensemble, nous nous promenions le long de la Saône, nous parlions de tout et de rien. Elle m'avait présenté à son cercle d'amis, des femmes de notre âge, veuves pour la plupart, qui se retrouvaient tous les jeudis pour jouer aux cartes ou simplement discuter. J'avais trouvé une place parmi elles, pas comme une invitée, comme une égale. Maëlle m'appelait 1 fois par semaine. Les conversations étaient pas courtes, polies, distantes. Il me demandait comment j'allais. Je répondais que tout allait bien. Il me parlait de son travail, de la maison, du jardin. Jamais de Claire. Comme si son nom était devenu un mot interdit. Un jour pourtant, il m'a dit « Maman, je vais vendre la maison. » Pourquoi? Parce que je ne peux plus payer les mensualités. L'entreprise ne marche plus aussi bien. Et puis, cette maison, elle est trop grande pour moi tout seul. Claire n'est pas revenue? Non. Et elle ne reviendra pas. Il y a eu un long silence. Puis il a ajouté d'une voix brisée « Tu avais raison, maman. Surtout, Maëlle. » Non, laisse-moi finir. J'ai été aveugle, j'ai été lâche, j'ai laissé Claire te traiter comme une étrangère dans ta propre famille. Et j'ai pris ton argent en me disant que c'était temporaire, que je te rembourserais. Sa voix tremblait. Mais la vérité, c'est que je ne voulais pas voir.
parce que voir aurait signifié admettre que j'avais épousé quelqu'un qui ne m'aimait pas. J'ai fermé les yeux. Maëlle, on fait tous des erreurs. Oui, mais moi, j'ai fait des erreurs qui t'ont blessé. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Alors ne te pardonne pas. Apprends. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un virement bancaire. 50 000 €. Avec un message de Maëlle. Maman, c'est le produit de la vente de la maison. Je sais que ce n'est pas tout ce que je te dois, mais c'est un début. Je continuerai à te rembourser, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que tu récupères tout. Je te le promets, Maëlle. J'ai relu ce message plusieurs fois, puis j'ai appelé Marguerite. Il t'a remboursé? Une partie. Oui. Et tu ressens quoi? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Du soulagement, mais pas de la joie. Pourquoi? Parce que l'argent ne répare pas la confiance. Marguerite a hoché la tête. Tu as raison. Mais au moins, il essaie. Oui, il essaie. 1 mois plus tard, j'ai appris par Maëlle que Claire avait quitté Versailles. Elle était partie vivre à Marseille avec un homme qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre. Un entrepreneur dans l'immobilier, apparemment. Elle a refait sa vie très vite, avait dit Maëlle avec une pointe d'amertume. C'est ce qu'elle fait, Maëlle. Elle passe à autre chose, parce qu'elle ne s'attache à rien. Tu penses qu'elle l'aimait, cet homme? Non, pas plus qu'elle ne t'a aimé. Puis, au début de l'automne, Maëlle m'a appelé avec une nouvelle inattendue. Maman, Claire est revenue. Mon cœur s'est serré. Revenue où? À Versailles. Enfin, pas chez moi. Mais elle est venue sonner à ma porte hier soir. Que voulait-elle? Il a hésité. De l'argent. J'ai fermé les yeux. Laisse-moi deviner. L'homme de Marseille l'a quittée. Comment tu sais? Parce que les gens comme Claire ne reviennent jamais par amour. Ils reviennent par besoin. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus rien. Que cet homme l'avait mise à la porte. Qu'elle dormait dans sa voiture. Et toi? Tu l'as cru? Non? Bien. Mais maman, elle pleurait. Elle avait l'air si perdue. J'ai senti la colère monter en moi. Maëlle, écoute-moi bien. Claire n'est pas perdue. Elle est calculatrice. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Mais, non, pas de mais. Tu as déjà payé assez cher. Ne refais pas la même erreur. Il y a eu un long silence. Puis il a dit, très doucement, je lui ai dit de partir. Bien. Mais elle a dit qu'elle reviendrait. Que j'allais regretter. Laisse-la dire. Les menaces des gens désespérés ne sont que du vent. 2 semaines plus tard, Marguerite m'a montré un article dans le journal local. Une femme arrêtée pour escroquerie à Marseille. J'ai lu l'article, le cœur battant. Claire Moreau, 38 ans, avait été arrêtée pour avoir escroqué plusieurs hommes rencontrés sur des sites de rencontres. Elle leur promettait le mariage, empruntait de l'argent pour soi-disant investir dans des projets immobiliers, puis disparaissait. L'un de ces hommes avait porté plainte, les autres avaient suivi. Au total, plus de 120 000 € détournés. J'ai posé le journal sur la table. Marguerite m'a regardé. Tu te sens comment? Je ne sais pas. C'était la vérité. Je ne ressentais ni joie, ni satisfaction. Juste une forme de tristesse immense. Tristesse pour Claire, qui avait gâché sa vie à courir après un argent qu'elle ne garderait jamais. Tristesse pour Maëlle, qui avait perdu des années avec une femme qui ne l'avait jamais aimée. Tristesse pour Pauline, qui était morte en portant la honte de sa fille. Mais au-delà de cette tristesse, il y avait aussi une certitude. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Claire avait passé sa vie à prendre, à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, elle se retrouvait seule, ruinée, face à la justice. Pas parce que je l'avais voulu, pas parce que je m'étais vengée, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. Ce soir-là, j'ai appelé Maëlle. Tu as vu l'article? Oui. Comment tu te sens? Il a soupiré longuement. Je ne sais pas, maman. Je devrais être en colère, mais je suis juste fatiguée. C'est normal. Tu crois qu'elle va aller en prison? Probablement. Il y a eu un silence. Puis il a dit, « Maman, tu m'as sauvé la vie. Comment ça? Si tu n'étais pas partie, si tu n'avais pas enregistré cette phrase, si tu n'avais pas eu le courage de me montrer qui elle était vraiment, je serais encore avec elle, et je serais probablement ruinée. » J'ai senti les larmes monter. « Maëlle, ce n'est pas moi qui t'ai sauvée. C'est toi qui as choisi de voir la vérité. Peut-être, mais c'est toi qui m'as donné le courage. » 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Claire, écrite depuis la prison de Marseille. « Madame Mombarde, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. Et pourtant, il faut que je vous dise quelque chose. Je suis désolée. Pas parce que je suis en prison, pas parce que j'ai été arrêtée, mais parce que vous aviez raison. Vous m'avez toujours regardée avec cette lucidité tranquille. Vous saviez qui j'étais. Et moi, je vous détestais pour ça. Parce que vous étiez tout ce que je n'étais pas. Digne, honnête, aimante, et moi, j'étais juste vide. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que, pendant ces longues nuits en cellule, je pense souvent à vous.
et je me demande ce que ma vie aurait pu être si j'avais eu une mère comme vous, Claire. J'ai plié la lettre lentement, puis je l'ai rangée dans un tiroir, pas pour la relire, mais pour me souvenir. Me souvenir que même les personnes les plus égarées portent une part de souffrance. Ce soir-là, je suis sortie sur ma petite terrasse. Le soleil se couchait sur Lyon, le ciel était rose et doré. J'ai arrosé mes plantes, j'ai respiré l'odeur de la lavande, et j'ai pensé à Henri. Henri, si tu me vois, je crois que j'ai enfin compris. Compris que la justice n'a pas besoin de cris, qu'elle arrive toujours, silencieusement, naturellement, comme la pluie après la sécheresse. 1 an s'était écoulé depuis mon départ de Versailles, 1 an pendant lequel j'avais appris à vivre autrement, à me réveiller sans cette boule d'angoisse dans l'estomac, à prendre mes décisions sans demander la permission à personne, à exister, tout simplement, sans avoir à me justifier. Mon appartement de la Croix-Rousse était devenu un véritable cocon. J'avais accroché au mur quelques aquarelles achetées au marché, des paysages de Provence, des ruelles méditerranéennes, des champs de lavande sous le soleil. Sur ma petite terrasse, mes plantes avaient prospéré. Les géraniums débordaient des jardinières, le romarin embaumait. Même mes tomates cerises avaient donné des fruits. Un petit miracle pour une femme qui croyait ne plus jamais avoir de jardin. J'avais aussi retrouvé une routine apaisante. Le matin, je me levais tôt. Je préparais du café, je m'installais près de la fenêtre et je lisais. Des romans, des biographies, des livres d'histoire. Tous ces livres que je n'avais jamais eu le temps de lire quand j'étais occupée à prendre soin des autres. L'après-midi, je marchais. Je descendais les traboules de la Croix-Rousse, ces passages secrets qui traversent les immeubles. Je me promenais le long de la Saône. Je m'arrêtais dans les petits cafés pour boire un thé en observant les passants. J'observais la vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus l'impression d'être spectatrice de ma propre existence. Le jeudi, je retrouvais le cercle d'amis de Marguerite. Nous étions 6, toutes veuves ou divorcées. Toutes entre 65 et 80 ans. Thérèse, ancienne institutrice, qui racontait des histoires hilarantes sur ses élèves. Simone, qui avait tenu une boulangerie pendant 40 ans et qui apportait toujours des gâteaux faits maison. Josiane, discrète et douce, qui faisait du bénévolat dans une maison de retraite. Annick, pétillante et directe, qui nous faisait rire avec ses commentaires sans filtre. Et Marguerite, bien sûr, ma cousine, mon phare dans la tempête. Avec elle, j'avais découvert quelque chose de précieux. Une solidarité féminine sans jugement. Elle savait toutes que j'avais été trahie par mon fils. Elle connaissait mon histoire. Mais jamais elle ne m'avait regardée avec pitié. Juste avec cette compréhension silencieuse qui existe entre femmes qui ont traversé la vie. Un jeudi, alors que nous prenions le thé chez Simone, Annick m'a demandé « Laetitia, tu as des nouvelles de ton fils ?»« Oui, il m'appelle toujours 1 fois par semaine. »« Et comment ça se passe ?»« Mieux. Lentement, mais mieux. » Thérèse a posé sa tasse. « Tu lui as pardonné ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas si c'est le bon mot. « Comment ça ? Pardonner ? C'est effacer, non ? C'est faire comme si rien ne s'était passé. »« Pas forcément, » a dit Marguerite doucement. « Pardonner, c'est aussi accepter que les choses ne seront plus jamais comme avant, mais choisir de ne pas porter la rancœur. » J'ai hoché la tête. « Alors oui, j'ai pardonné dans ce sens-là. Je ne passe plus mes nuits à ressasser. Je ne lui en veux plus. Mais, a insisté Annick, mais je ne peux plus lui faire confiance comme avant. » Simone a soupiré. « C'est normal. La confiance, c'est comme une porcelaine fine. Une fois cassée, on peut recoller les morceaux, mais les fissures restent visibles. »« Exactement, » ai-je murmuré. Josiane, qui était restée silencieuse jusque-là, a dit « Moi, je crois que tu as fait quelque chose de très courageux, Laetitia. »« Quoi donc ? Tu as refusé d'être une victime. Tu es partie, tu t'es reconstruite, et tu as gardé ta dignité. » Ces mots m'ont profondément touchée. Parce que c'était exactement ce que j'avais essayé de faire, refuser le rôle de victime, refuser de me laisser définir par ce qui m'était arrivé. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à cette conversation, et je me suis rendu compte d'une chose. Pendant des années, j'avais cru que mon rôle était de prendre soin des autres, d'être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne belle-mère, mais je n'avais jamais appris à prendre soin de moi. Et maintenant, à 73 ans, j'apprenais enfin, j'apprenais à écouter mes envies, à dire non sans me justifier, à exister pour moi-même et pas seulement à travers les besoins des autres. C'était une révolution silencieuse, mais c'était la mienne. Quelques semaines plus tard, Maëlle m'a appelé. « Maman, je peux venir te voir ?» J'ai été surprise. « À Lyon ? » ?»« Oui, ce week-end si tu es d'accord. » J'ai hésité, puis j'ai dit « D'accord, mais juste toi, juste moi, je te le promets. » Le samedi suivant, Maëlle est arrivé en début d'après-midi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été frappée par son apparence. Il avait maigri, des cernes creusaient ses yeux.
Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il avait vieilli. « Maman, entre, Maëlle. » Nous nous sommes installés dans mon petit salon. Je lui ai préparé du café. Pendant un long moment, nous n'avons rien dit. Puis il a regardé autour de lui. « C'est joli ici. Petit, mais joli. C'est chez moi. Oui, je vois ça. » Il a posé sa tasse. « Si, maman, je ne suis pas venu pour me faire pardonner. Je sais que ça prendra du temps. Peut-être toute une vie. Alors pourquoi es-tu venu? Pour te dire que j'ai compris. J'ai attendu qu'il continue. J'ai compris ce que tu as ressenti, cette solitude, cette trahison, cette impression que personne ne te voit vraiment. Comment tu as compris ça? » Il a souri tristement. « Parce que maintenant, je le vis. Après le départ de Claire, j'ai continué à travailler, à faire comme si tout allait bien. Mais la vérité, c'est que j'étais seule, complètement seule. Tu as des amis pourtant, des connaissances, oui, mais des vrais amis, ceux qui restent quand ça va mal? Non, parce que j'ai passé tellement d'années à construire une façade que personne ne sait vraiment qui je suis. » Il a pris une longue inspiration. Et puis un jour, j'ai craqué. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner. J'ai ouvert le placard pour prendre une assiette. Et j'ai réalisé que je mangeais seule depuis des mois. Sa voix s'est brisée. « Et là, maman, j'ai pensé à toi, à toutes ces fois où tu mangeais seule, dans ta chambre, pour ne pas nous déranger. » Les larmes coulaient sur ses joues. J'ai pensé à toutes ces fois où tu t'es effacée, où tu as fait comme si tu n'existais pas, pour ne pas être un fardeau. Maëlle, non, laisse-moi finir. J'ai compris, maman. J'ai compris ce que c'est que d'être invisible, et c'est insupportable. J'ai posé ma main sur la sienne. Maëlle, tu n'es pas invisible. Mais je l'étais pour Claire. Je n'étais qu'un moyen. Et le pire, c'est que tu le savais. Toi, tu le savais depuis le début. Et au lieu de t'écouter, je t'ai mise dehors. Il a relevé la tête. Maman, comment tu as fait? Comment tu as trouvé la force de repartir à zéro? J'ai réfléchi longuement. Je n'ai pas trouvé la force, Maëlle. La force est venue toute seule. Quand j'ai compris que personne ne viendrait me sauver, que c'était à moi de le faire. Et tu n'as jamais eu peur? Si, tous les jours. Mais j'ai appris quelque chose. Quoi? Que la peur ne doit pas nous empêcher d'avancer. Elle doit juste nous rappeler qu'on est vivant. Maëlle a hoché la tête lentement. Tu es incroyable, maman. Non, je suis juste une vieille femme têtue qui refuse de se laisser détruire. Il a souri à travers ses larmes. Une vieille femme têtue qui m'a appris la leçon la plus importante de ma vie. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. J'avais préparé une blanquette de veau, le plat préféré de Maëlle quand il était enfant. Nous avons parlé de tout et de rien, de ses projets, de son travail, de la vente de la maison. Nous avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Avant de partir, Maëlle m'a serré dans ses bras. « Maman, merci. » « De quoi? De ne pas m'avoir abandonné. Même quand j'aurais mérité que tu le fasses. » J'ai souri. « Maëlle, un fils peut décevoir sa mère. Il peut la blesser, mais il reste son fils. Alors, tu me pardonnes? Je t'ai déjà pardonné, mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. » Il a hoché la tête. « Je comprends, et je continuerai à mériter ton pardon, tous les jours. » Après son départ, je me suis assise sur ma terrasse. La nuit était tombée. Lyon scintillait en contrebas. Et j'ai pensé à cette phrase que Marguerite m'avait dite des mois auparavant. Les tempêtes finissent toujours par passer. Elle avait raison. La tempête était passée. Et moi, j'étais toujours debout. Blessée, certes, mais debout. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était de Maître Duchamp, le notaire. À l'intérieur, un document officiel. Maëlle avait fait établir un contrat de remboursement notarié. Il s'engageait à me rembourser les 278 000 € qu'il m'avait pris, à raison de 1 000 € par mois pendant 23 ans. En bas du document, une note manuscrite. « Maman, je sais que ça prendra du temps, mais je tiendrai ma promesse, même si ça doit me prendre le reste de ma vie. Maëlle. » J'ai posé le document sur la table. 1 000 € par mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un engagement, une reconnaissance, une volonté de réparer. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pensé que peut-être, un jour, nous pourrions retrouver quelque chose, pas comme avant, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide, parce qu'il serait construit sur la vérité. Ce soir-là, j'ai appelé Marguerite. Il est venu. Et alors, je crois qu'il a compris. Tu lui as pardonné? Je lui ai dit que je l'avais déjà fait. Et c'est vrai? J'ai réfléchi. Oui, parce que porter la rancœur, c'est comme porter un sac de pierres. Au bout d'un moment, ça fait trop mal. Marguerite a ri doucement. Tu es devenue sage, ma chérie. Ou juste fatiguée de souffrir. Nous avons ri ensemble. Et j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait aux autres. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Une libération. Un choix de ne plus laisser le passé empoisonner le présent.
Quelques semaines plus tard, j'ai appris par Maëlle que Claire avait été condamnée à 2 ans de prison ferme pour escroquerie. Elle a fait appel, m'a-t-il dit, mais les avocats disent qu'elle n'a aucune chance. Et toi, comment tu te sens? Vide, comme si toutes ces années avec elle n'avaient été qu'un long mensonge. C'était un mensonge, Maëlle, mais maintenant, tu as l'occasion de vivre dans la vérité. Oui, et c'est ce que je vais faire. Il y a eu un silence. Puis il a ajouté, « Maman, tu crois qu'on peut vraiment recommencer? Après tout ce qui s'est passé ?» J'ai souri. Je ne sais pas si on peut recommencer, mais je sais qu'on peut continuer. Différemment, mais continuer. Alors, on continue? Oui, mon fils, on continue. 2 ans ont passé depuis ce fameux jeudi où j'ai entendu ces mots qui ont tout changé. Cette vieille commence à peser lourd. Aujourd'hui, quand j'y repense, ces mots ne me font plus mal. Ils font partie de mon histoire, de mon chemin, comme une cicatrice qui rappelle qu'on a survécu. J'ai 75 ans maintenant. Mes cheveux sont complètement blancs. Mes mains tremblent légèrement quand je tiens ma tasse de thé. Mes genoux protestent quand je monte les escaliers. Mais je suis vivante et je suis libre. Mon petit appartement de la Croix-Rousse est devenu bien plus qu'un simple logement. C'est mon refuge, mon royaume, mon espace de paix. J'ai ajouté des étagères pour mes livres, un fauteuil près de la fenêtre où je lis pendant des heures, un petit secrétaire en bois où j'écris parfois. J'écris. Oui, moi, Laetitia Mombarde, j'écris. Marguerite m'avait suggéré l'idée 1 an auparavant. Tu devrais écrire ton histoire, ma chérie. Pour toi, pour te libérer. Mon histoire, qui voudrait lire l'histoire d'une vieille femme trahie par son fils? Toutes les femmes qui ont vécu la même chose. Et crois-moi, elles sont nombreuses. Alors j'avais commencé, lentement. Quelques lignes par jour, quelques pages par semaine. J'avais écrit sur Henri, sur notre mariage, sur la naissance de Maëlle, sur les années heureuses, puis sur la mort d'Henri, la solitude, l'installation chez Maëlle, et enfin, sur la trahison, la douleur, le départ, la reconstruction. En écrivant, j'avais découvert quelque chose d'extraordinaire. Les mots guérissent. Chaque phrase écrite était comme un poids en moins sur mes épaules. Chaque chapitre terminé était une libération. Aujourd'hui, mon manuscrit compte 150 pages. Je ne sais pas si je le publierai un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je l'ai écrit. Et c'est l'essentiel. Maëlle vient me voir 1 fois par mois maintenant. Il prend le train de Versailles à Lyon. Il arrive le samedi matin, repart le dimanche soir. Nous passons ces 2 jours ensemble, simplement. Nous marchons le long de la Saône. Nous visitons les brocantes. Nous cuisinons ensemble. Nous réapprenons à être mère et fils. Il tient sa promesse. Chaque mois, sans faute, il me verse 1 000 €. À ce rythme, dans 20 ans, j'aurai récupéré tout ce qu'il m'a pris. J'aurai 95 ans. Je ne serai probablement plus là. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'argent, c'est l'engagement, c'est la parole tenue, c'est le respect retrouvé. Un dimanche matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur ma terrasse, Maëlle m'a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. » Il a hésité. Puis il a sorti une petite boîte de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?» Ouvre. À l'intérieur, il y avait une bague. La bague de fiançailles d'Henri, celle que j'avais portée pendant 40 ans. Celle que j'avais dû vendre quelques mois après mon installation chez Maëlle, quand l'argent manquait, et que je ne voulais pas demander d'aide. Les larmes me sont montées aux yeux. « Maëlle, comment ?» J'ai retrouvé le bijoutier à qui tu l'avais vendu, il l'avait encore, je l'ai racheté. J'ai pris la bague avec des mains tremblantes. Le petit diamant brillait sous le soleil. C'était Henri, c'était notre histoire, c'était ma jeunesse. « Maman, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je voulais au moins te rendre ça. » J'ai glissé la bague à mon doigt. Elle était toujours à ma taille, comme si 40 ans n'avaient pas passé. « Merci, mon fils. » Il a souri à travers ses larmes. « Non, maman. Merci à toi. Merci de m'avoir donné une seconde chance. » Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis j'ai dit « Maëlle, tu sais ce que j'ai appris de tout ça? » « Quoi? Que les erreurs ne définissent pas qui nous sommes. C'est ce qu'on fait après qui compte. » Il a hoché la tête. « Et tu crois que je peux encore devenir quelqu'un de bien? Tu l'es déjà. Tu l'as toujours été. Tu t'étais juste perdu en chemin. » Ce jour-là, avant de repartir, Maëlle m'a serré dans ses bras très fort. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. » Après son départ, je suis resté longtemps sur ma terrasse, la bague d'Henri à mon doigt. Et j'ai murmuré « Henri, tu vois, tout finit par s'arranger, même quand on croit que c'est impossible. » Le jeudi suivant, lors de notre réunion habituelle, j'ai raconté cette histoire à mes amis. Simone a pleuré. Thérèse a applaudi. Annick a dit « Je savais qu'il se rachèterait, ce garçon. » Et Marguerite m'a simplement pris la main. « Tu vois, ma chérie, les tempêtes passent toujours. » Josiane, qui était restée silencieuse, a dit « Laetitia, tu devrais raconter ton histoire publiquement. » Pourquoi?
parce qu'il y a des milliers de femmes qui vivent ce que tu as vécu, qui se sentent invisibles, qui pensent qu'elles n'ont plus de valeur. Et qu'est-ce que mon histoire changerait? Tout, parce qu'elle prouve qu'on peut recommencer, qu'on peut se relever, qu'on peut retrouver sa dignité. Ces mots sont restés en moi pendant des jours. Et puis, un matin, j'ai pris une décision. J'allais publier mon manuscrit, pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour toutes ces femmes qui, comme moi, ont cru qu'elles n'étaient qu'un poids, pour leur dire qu'elles ne le sont pas, qu'elles ne l'ont jamais été. 6 mois plus tard, mon livre est sorti. Un petit éditeur lyonnais a accepté de le publier. Le titre, le poids d'une phrase. Comment j'ai retrouvé ma dignité. Je n'attendais rien de cette publication. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Des lettres ont commencé à arriver, des dizaines, puis des centaines. Des femmes de toute la France m'écrivaient pour me remercier. Madame Mombarde, votre histoire m'a sauvée. Je m'apprêtais à accepter l'inacceptable. Vous m'avez donné le courage de partir. Merci. Grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas folle, que ce que je ressentais était légitime. J'ai 68 ans. Je croyais qu'il était trop tard pour recommencer. Votre livre m'a prouvé le contraire. Chaque lettre me bouleversait, parce que je réalisais que mon histoire n'était pas seulement la mienne. C'était celle de milliers de femmes, des femmes qui avaient tout donné, qui s'étaient effacées, qui avaient cru qu'elles n'avaient plus de valeur, et qui découvraient enfin qu'elles en avaient toujours eu. Un jour, j'ai reçu une lettre particulière. L'enveloppe portait le cachet de la prison de Marseille. C'était clair. Madame Mombard, j'ai lu votre livre. Quelqu'un me l'a envoyé ici. Je ne sais pas quoi dire, sauf que vous aviez raison. Surtout, j'ai passé ma vie à chercher la sécurité dans l'argent, et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Ni argent, ni liberté, ni dignité. Vous avez tout perdu. Et pourtant, vous avez tout retrouvé. Comment vous avez fait? Je ne m'attends pas à une réponse. Je ne la mérite pas. Mais si jamais vous me lisez, sachez que vous m'avez appris quelque chose. Que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque. Elle est dans la capacité à se regarder dans un miroir sans avoir honte. Claire, j'ai plié la lettre lentement. Puis, je lui ai répondu. Une seule phrase. Il n'est jamais trop tard pour devenir celle que vous auriez dû être. Aujourd'hui, je suis assise sur ma terrasse, un thé à la main, le manuscrit de mon second livre posé sur mes genoux. Oui, un second livre, parce que les femmes continuent de m'écrire. Et parce que j'ai encore des choses à dire. Je regarde Lyon s'étendre sous mes yeux, les toits rouges, les clochers, la Saône qui serpente entre les collines. Et je me dis que la vie est étrange. Il y a 2 ans, j'étais une vieille femme, brisée, dépouillée, abandonnée. Aujourd'hui, je suis une femme qui a retrouvé sa voix et qui l'utilise pour que d'autres retrouvent la leur. Mon téléphone sonne. C'est Maëlle. Maman, je viens de lire ton livre. Ah oui? Et alors? Alors, je suis fière de toi. Sa voix tremble. Et j'ai honte, mais je suis surtout fière. Je souris. Maëlle, mon fils, ce livre n'est pas contre toi. Il est pour toutes ces femmes qui ont besoin de savoir qu'elles peuvent s'en sortir. Je sais, et c'est pour ça que je suis fière. Après avoir raccroché, je regarde la bague d'Henri à mon doigt. Et je murmure, « Henri, si tu me vois, je crois que j'ai enfin compris le sens de tout ça. La vie ne nous donne pas toujours ce qu'on mérite. Parfois, elle nous prend tout. Mais si on refuse de baisser les bras, si on continue à avancer avec dignité, elle finit toujours par nous rendre quelque chose. Pas forcément ce qu'on a perdu, mais quelque chose de plus précieux. La certitude qu'on est plus forte qu'on ne le croyait. Je ferme les yeux. Le soleil caresse mon visage. Le parfum de la lavande monte de mes jardinières. Et je me sens en paix, parce que j'ai compris. On ne mesure pas une vie à ce qu'on possède. On la mesure à ce qu'on a surmonté, à la dignité qu'on a su garder, à l'amour qu'on a donné, même quand il n'était pas rendu. Et si mon histoire a pu aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa force, à partir quand il le fallait, alors tout cela aura eu un sens, même la douleur, même la trahison, même les larmes. Parce que c'est dans les moments les plus sombres qu'on découvre de quelle lumière on est capable. Je rouvre les yeux, je prends mon stylo, et je commence à écrire le premier chapitre de mon second livre. Chapitre 1. À toutes les femmes qui se croient invisibles. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.